E428. Cette locomotive à l'esthétique typique des années 1930 ne laisse pas indifférents les amateurs de chemin de fer. Elle est même la préférée des amateurs italiens. Il faut dire que l'engin est impressionnant, s'inscrivant dans la grande tradition de la traction électrique italienne. Grandeur et déclin du triphasé. Les raisons du choix de ce système à la caténaire double très complexe s'expliquent par les difficultés rencontrées en traction électrique à courant continu au début du siècle. Ce courant est difficilement transportable à longue distance et ne peut donc guère servir que pour des tramways. Le courant alternatif monophasé est essayé, car il se transporte très bien à longue distance. Mais les moteurs à courant alternatif de l'époque ont des caractéristiques impropres à la traction ferroviaire, notamment par manque total de couple au démarrage. Le moteur à courant triphasé s'impose comme une solution possible, et les ingénieurs italiens l'adoptent dès le début du siècle. Mais la complexité du système de caténaire et les progrès réalisés en traction électrique à courant continu incitent les ingénieurs italiens des années 1920 à se tourner définitivement vers le 3000 volts continu, qui sera désormais la norme en Italie. GG1. La GG1 est une locomotive qui a ses fanatiques, ses inconditionnels, ceux-ci dans le monde entier. Ils ne jurent que par elle et estiment que rien d'autre n'a jamais roulé sur une voie de chemin de fer, ou si peu, si inintéressant, si négligeable. La GG1, c'est autre chose, et ces 216 tonnes de métal aux formes tourmentées fascinent toujours, même si le sol de la Pennsylvanie ne tremble plus sous leurs 20 roues. La locomotive sous l'estrade de Monsieur le Président. Ces pesantes locomotives, en tête de train de plusieurs milliers de tonnes, avaient parfois des problèmes de freinage, et l'une d'elles traversa les heurtoirs de la gare de l'Union Station à Washington et finit en tête des quais, au-delà des guichets d'accès. Le problème était que, le lendemain, le président des États-Unis devait faire un discours dans la gare. Aucun moyen de levage ne permettait de sortir promptement les 216 tonnes de métal encastrées dans le sol et suspendues au-dessus des voies du niveau inférieur de la gare. Les ingénieurs trouvèrent une solution, construire l'estrade présidentielle par-dessus la partie de la locomotive dépassant du niveau du sol et décorer le tout avec un goût voyant
et une profusion de tissus tricolores tels que personne, le lendemain, ne put soupçonner ce qui se trouvait sous le président de la première puissance mondiale. Les jours suivants furent tranquillement mis à profit pour démonter et désincarcérer la locomotive avec discrétion. Certaines choses, en effet, ne sont pas montrables aux grands de ce monde. Pacific type 1. La beauté de ces locomotives, l'équilibre de leurs lignes à carénage partiel, dégageant une impression de maturité et de puissance, voilà ce qui caractérise ces Pacifiques belges des années 1930. Elles s'inscrivent sans nul doute parmi les locomotives européennes les plus modernes de leur époque et marquent l'apogée de la traction vapeur en Belgique. La Belgique et les performances de ces locomotives. Ce n'est pas parce que le pays est de dimension relativement modeste que l'ensemble de ces trains ne sont pas rapides, bien au contraire. Traversée par de nombreux trains internationaux, carrefour de l'Europe dont, en outre, elle possède la capitale, la Belgique a toujours été très sensible à son rôle de redistributeur de courants internationaux et se devait de ne point constituer une zone de ralentissement ou même d'obstacle pour ces trains. Il faut circuler aussi vite en Belgique qu'en France, en Allemagne et en Hollande et offrir un service de qualité égale, insérant le réseau belge dans une parfaite harmonie avec le réseau européen. Challenger. Avec 486 tonnes sur la bascule, la bête accuse un bon poids. Et pourtant, elle passe quelque peu pour être un baby big boy, dans la mesure où elle ressemble beaucoup à cette dernière, mais à 2 essieux moteurs en moins. Bref, dans la famille Union Pacific, on se porte bien, mais ces fastes années précèdent de peu le déclin de la traction vapeur américaine. La locomotive articulée. La Challenger fait partie de cette grande famille des locomotives articulées américaines qui tractent, entre les deux guerres, des trains de marchandises dont la longueur et le poids sont en rapport avec les dimensions du continent américain et l'expansion économique des États-Unis. Et pourtant, les débuts de la locomotive articulée sont bien modestes. Anatole Mallet, ingénieur français d'origine genevoise, propose ce type de locomotive pour les réseaux en voie étroite ou métrique, qui souffrent d'un parc de locomotives peu puissantes et de petites dimensions du fait du tracé sinueux des lignes. Mallet trouve une solution permettant de faire des locomotives plus puissantes, donc plus lourdes et plus longues, mais comportant 2 trucks moteurs dont l'un est articulé et permet une meilleure inscription en courbe des locomotives. F2A. Cette locomotive apparaît comme une inexplicable réapparition anachronique d'un type complètement dépassé. La locomotive a 2 essieux moteurs, mais ceci en 1936, à une époque où surtout sur le continent nord-américain, la locomotive de vitesse pour train de voyageurs en est déjà au stade de la machine à 3 ou 4 essieux. L'explication du mystère, aujourd'hui encore, reste ardue. La F2A, élégance et performance. Présentée en 1936, la locomotive est esthétiquement superbe
avec son carénage partiel laissant voir ses deux grandes roues motrices de chaque côté. Ces dimensions générales montrent bien qu'il ne s'agit nullement d'une locomotive du XIXe siècle. Un poids total tant d'air compris de 209 tonnes et une longueur de 24,76 m en fond-foie. Les performances sont à la hauteur du dimensionnement général de la locomotive, avec des moyennes de plus de 80 km/h sur des trajets comportant 15 à 20 arrêts en cours de route et des pointes à 130 ou 140 km/h. De plus, la F2A est une locomotive perfectionnée. Un stocker assure le chargement automatique du foyer. L'eau de la chaudière est surchauffée et, surtout, l'ensemble du roulement et du mouvement est sur roulement à billes, solution chère mais permettant de hautes performances en toute sécurité, évitant les aléas, chauffage et grippage des paliers classiques. La série des F2A, désignée sous le nom de Jubilee, en hommage au souverain anglais dont le Canada est toujours un Dominion à l'époque, est en fait une présérie de seulement 4 exemplaires initialement, suivis de 29 autres machines, type F1A, légèrement différentes et livrées à partir de 1938. L'une d'entre elles est visible au Musée national du chemin de fer canadien de Delson, au Québec. Flèche rouge. Ces automotrices sont très connues et appréciées des années 1930 aux années 1970 en Suisse. Surnommées flèches rouges, elles sont les premières automotrices rapides et légères, en traction électrique, que réclame la mise à niveau des services des lignes secondaires avec celui des grandes lignes. Leur ligne originale, à gros capot, leur donne un style qui, aujourd'hui, ne manque pas de charme. Voici leurs caractéristiques techniques. Type automotrice B2, courant de traction monophasé en 15 000 volts 16 2/3 Hz pour une capacité de 70 places. Leur masse est de 32 tonnes. La longueur est de 21,50 m pour une vitesse de 125 km/h. Duchesse du LMS. La série des Duchesses est purement et simplement le sommet de l'art anglais en matière de locomotive à vapeur. Ces somptueuses Pacifiques racées à la robe rouge sang, rehaussées de filets jaunes et noirs, battent des records de puissance et de vitesse, laissant bien loin derrière elles le souvenir de la fusée de Stephenson, dont pourtant elles sont les descendantes. La lutte entre le LMS et le LNER. Ces deux réseaux britanniques, le London Midland and Scottish Railway et le London and North Eastern Railway, sont nés du vaste mouvement de regroupement des compagnies anglaises effectué en 1923 pour donner 4 grands réseaux nationaux. Mais ces deux-là sont en concurrence directe pour la desserte depuis Londres, du centre et du nord de l'Angleterre et de l'Écosse, l'une par la côte ouest, le LMS, et l'autre par la côte est, le LNER. Une âpre politique de vitesse est engagée de part et d'autre, et quand l'une des deux sort une nouvelle Pacifique, l'autre en fait autant. Et quand l'une lance à grand fracas publicitaire un nouveau train caréné,
l'autre sort de son chapeau, comme par magie, un train caréné concurrent. Les Anglais, grands amateurs de paris, s'en donnent à cœur joie, pariant sur les temps de trajet des trains concurrents qui sont publiés fièrement dans la presse. 221 série 12. L'une des plus curieuses locomotives européennes, mais aussi une des plus réussies esthétiquement, cette série 12 fut lancée en 1939 par la Société nationale des chemins de fer belge, SNCB, pour la traction des trains rapides entre Bruxelles et Ostende en 1 heure exactement, soit à 121 km/h de moyenne commerciale. La vitesse de 140 km/h était atteinte en service pour réaliser cette moyenne. Mais malheureusement, la guerre ne laissa guère de temps à ces machines pour accomplir leur exploit d'une manière durable. Un carénage original. Comme les machines elles-mêmes, leur carénage est aussi peu courant. Il reprend les principes généraux des études faites en Europe à l'époque par divers réseaux, notamment ceux de l'ingénieur Huet en France. Mais il enveloppe la machine d'une manière bien plus complète et harmonieuse. Il laisse toutefois un vide au niveau des cylindres et de la distribution, qui peuvent être atteints par-dessus les longerons du châssis surbaissé en cet endroit. Le tender est caréné, lui aussi. Il a été récupéré sur des locomotives antérieures et carénées. Le tout a été peint en vert sombre, rehaussé de bandes jaune vif. Garat 242 plus 242. Le 21 juillet 1939, le renommé Railway Gazette s'enthousiasme pour les 6 locomotives que la société Bayer-Peacock and Company Limited de Gorton près de Manchester vient de construire pour le Kenya et Uganda Railways d'Afrique équatoriale. Ces locomotives sont le up-to-date absolu en matière de savoir-faire des ingénieurs de la firme. Voici les caractéristiques techniques. Type 242 plus 242, écartement métrique, 4 cylindres simple expansion pour le moteur, les cylindres 410 par 660 mm, le diamètre des roues motrices 1375 mm, surface de la grille du foyer 4,5 m², pression de la chaudière 15,4 kg au centimètre carré pour une masse de 186 tonnes. Effort de traction 21 tonnes, régulateur à 85%, contenance des caisses à charbon 12 tonnes, contenance des caisses à eau 27 tonnes et sa vitesse 60 km/h. BBB 645. Précurseur en matière d'électrification, l'Italie le sera aussi en matière de conception originale, avec, en particulier, la disposition d'essieux BBB sous 2 demi-caisses, donnant une locomotive articulée. Une exclusivité presque totalement italienne. Voici les caractéristiques techniques, type BBB, courant de traction 3000 volts continu, puissance 3780 kW, masse 90 à 100 tonnes selon les séries, affichant une vitesse de 120 km/h. Austerity Southern 060. Cette locomotive ne manque pas d'intriguer par sa ligne aussi surprenante que dépouillée. Mais, comme on le dit souvent,
à la guerre comme à la guerre. Et dans ces tristes circonstances, on n'a souvent pas le choix. Cette locomotive, en effet, est celle des temps difficiles et du courage, mais aussi de l'économie de moyens. Cette curieuse série Q1, dessinée par Buleid, en est la parfaite illustration. It can now be revealed. C'est sous ce titre, qui veut dire « on peut le révéler maintenant », que paraît en 1946 une brochure relatant l'effort de guerre britannique et la part considérable prise par les chemins de fer. Plus de 20 000 agents de 35 ateliers des chemins de fer anglais sont utilisés à la production d'armements. Le réseau du London Midland and Scotland Railway va jusqu'à construire 481 chars d'assaut dans ses ateliers de Harwich, tandis que le London and North Eastern Railway, de son côté, assemble 350 tourelles pour chars Valentine, ou fabrique 54 300 chenilles ou des dizaines de milliers de plaques de blindage. Le Great Western Railway fabrique 12 500 tourelles de chars. Environ 9/10 de la production d'avions de guerre fut faite dans les ateliers des chemins de fer des 4 grands réseaux britanniques. Les armes lourdes et les munitions furent presque intégralement produites par les chemins de fer. Mais les chemins de fer durent aussi continuer à assurer leurs tâches de transport. Et la guerre ne fit qu'en accroître le volume dans les proportions très fortes. Par exemple, une usine secrète fut construite dans le pays de Galles, comprenant 1100 bâtiments distincts et une surface de 10 km², desservie par 39 km de voies ferrées. Cette usine employait 37 000 ouvriers en 3 équipes, ce qui demanda la construction d'une gare spéciale desservie par 6 000 trains hebdomadaires. En outre, 64 wagons de matières premières arrivaient chaque jour, tandis que 51 autres repartaient chargés de produits finis. De très nombreuses autres usines du même genre furent construites au Royaume-Uni et dépendaient du chemin de fer. Classe J du Norfolk and Western RR. Le Norfolk and Western est situé dans l'est des États-Unis, reliant la Virginie à l'Ohio. Ce réseau eut une très grande tradition, celle de la traction vapeur poussée à son développement technique maximal et refusant la traction diesel parce que, tout simplement, le charbon abondait sur place, provenant des exploitations minières les plus importantes du monde. La classe J est la meilleure locomotive de ce réseau, déjà excellent dans le genre. Le refus de la traction diesel. La revue américaine Railways Age publie en février 1946 un tableau comparatif des 3 modes de traction signé F.E. Wine, ingénieur conseil de la firme Westinghouse, pour une puissance égale de 6000 chevaux au moteur ou au cylindre en traction vapeur. On obtient aux roues 5230 chevaux en traction vapeur, 5050 chevaux en traction diesel et 6000 chevaux en traction électrique. Les charges remorquées à 100 km/h sont de 1000 tonnes en traction vapeur, 900 tonnes en traction diesel et 1300 tonnes en traction électrique. Pour la vapeur, il faut comprendre que la puissance des moteurs est celle dite indiquée au fond des cylindres. En traction diesel,
on voit que les pertes sont plus importantes entre la puissance aux arbres des moteurs et celle disponible à la jante. Par contre, le rendement de 100% des transmissions en traction électrique peut surprendre, mais s'explique du fait de transmissions très simples, à engrenage ou sans engrenage. Mais ce qui reste intéressant est, d'une part, l'efficacité de la traction électrique, de loin la meilleure, et d'autre part, la supériorité du rendement de la traction vapeur par rapport à la traction diesel, chose que bien peu de gens reconnaissent à l'époque. Ne disposant pas de ressources électriques, comme beaucoup de réseaux américains, le Norfolk and Western fait le choix de la traction vapeur, les autres faisant le plus mauvais choix, celui du diesel, mais qui est le plus économique. Locomotive tendeur série 46. Voilà une série unique au monde et donnant la plus grosse locomotive tendeur européenne. Les chemins de fer bulgares se font livrer ces locomotives tendeurs à 6 essieux moteurs en pleine guerre par Krupp et Schwarzkopf. Aussi réussie esthétiquement que techniquement, cette 162T aurait pu préfigurer la locomotive européenne lourde de l'après-guerre, si la traction vapeur avait duré. Voici ses caractéristiques techniques. Type 162T, moteur 3 cylindres simple expansion, le cylindre 550 par 650 mm, diamètre des roues motrices 1340 mm, surface de la grille du foyer 4 m² 87, pression de la chaudière 16 kg au cm², pour une masse de 155,8 tonnes, sa longueur 12 mètres et sa vitesse 80 km/h.